Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tête-à-tête, une formule qui est organisée par Raymond Chabot Grant Thornton, à laquelle est heureuse de participer aujourd'hui l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure. Mon nom est Caroline Amirault, je suis avocate et directrice générale de la QI. L'échange aujourd'hui entre Émilio et Pierre, comme tous les autres qui ont été organisés dans le cadre de cette série de rendez-vous tête-à-tête, vise à répondre à des enjeux de l'heure et nous permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre pour nous donner leur perspective sur des sujets qui nous interpellent tous, évidemment. Avec la participation de Pierre aujourd'hui, nous aurons donc la chance de revenir sur les impacts qu'a eu la pandémie sur cette industrie pivot de notre économie et aussi de voir ensemble les enjeux du fond du secteur et les perspectives pour les prochaines années. Habituellement, c'est Émilio qui vous accueille. Vous devez bien vous demander comment se fait-il que ce soit moi ce matin. Mais ce matin, puisque Raymond Chabot Grant Thornton et la QI, on a une collaboration de plusieurs années, on trouvait intéressant de parler d'un sujet innovant en génie civil ensemble. Alors, il nous est apparu rapidement normal de se joindre pour accueillir un acteur important du milieu de la construction, particulièrement en infrastructure civile. Alors, au nom d'Émilio, de Raymond Chabot Grant Thornton et de la QI, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Nous remercions également les entreprises membres de l'association qui sont partenaires de notre événement, ADS Canada, Soleno et Action Projex. Nous sommes près de 450 participants ce matin. C'est vraiment exceptionnel pour notre rendez-vous. Alors, ce qui confirme une fois de plus la pertinence de ces échanges et la volonté des participants de demeurer à l'affût des enjeux stratégiques du Québec et même de l'au-delà. Avant de donner la parole à Émilio et à Pierre, permettez-moi de vous les présenter brièvement et de vous inviter déjà, tout au long de l'activité, à nous faire part de vos questions en cliquant sur le bouton Q&R, questions-réponses, au bas de votre écran. J'aurai d'ailleurs le privilège d'animer la période de questions qui va débuter à 9h50 tout à l'heure. Pour votre information, le webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion. Tout d'abord, quelques informations en rafale sur Pierre Pomerleau. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l'Université de Western Ontario. Il a débuté sa carrière chez Pomerleau en 1989 dans la gestion de la société et de ses filiales manufacturières et immobilières. Il a succédé à son père Hervé Pomerleau en tant que président en 1997. Il gère aujourd'hui plusieurs entreprises spécialisées, leaders dans leur domaine, évidemment, comme la construction de parcs éoliens et les projets de grande envergure. Pomerleau connaît une croissance exceptionnelle, notamment grâce à une vision d'innovation et d'excellence, on va en parler beaucoup ce matin, mais aussi par son implication communautaire importante. Je continue en vous présentant maintenant Émilio Imbriglio, qui est président et chef de la direction chez Raymond Chabot Grant Thornton depuis 2013. Avec son équipe de plus de 2700 professionnels répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston, il contribue à favoriser l'essor des entreprises, tant à l'échelle nationale que sur la scène internationale. Lui-même entrepreneur, il a toujours joué un rôle de premier plan dans la composition d'équipes performantes, particulièrement à la tête du groupe financier de Raymond Chabot Grant Thornton pendant une dizaine d'années. À ce titre, il a piloté des transactions d'envergure en fusion, acquisition et en financement, en plus d'agir comme conseiller clé auprès des gouvernements en termes d'approvisionnement et de financement d'infrastructures, notamment pour la construction, pas tellement loin d'ici, de la construction du centre de recherche du CHUM et de l'hôpital du CHUM. Alors, je vous souhaite un excellent tête-à-tête et je vous reviens à la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à un autre tête-à-tête Raymond Chabot Grant Thornton, cette fois en collaboration avec la QI. On en est très fiers. Puis effectivement, Pierre, tu fites vraiment dans le thème du tête-à-tête de Raymond Chabot Grant Thornton et de la QI. Donc, ça a été une bonne décision de faire ça parce qu'on veut amener des gens de calibre à échanger. Maintenant, Pierre, s'il y a 450 personnes qui sont inscrites après 1 an et 3 mois de COVID, c'est que les gens sont intéressés à t'entendre. Fait qu'on va aller directement à la période de questions. Et dans la période de questions, je t'avoue que je suis très fier de ce qu'on va parler parce que, oui, un petit peu sur l'impact de la pandémie, sur Pomerleau, sur l'industrie, mais la partie qui m'anime le plus, sans aucun doute, c'est l'innovation, la productivité, l'avenir. Et on a brisé l'entrevue en 3 parties, donc un petit peu sur la COVID, ensuite beaucoup sur l'innovation, la productivité, l'avenir, et pour finalement regarder tout ce qui touche la responsabilité sociale, l'environnement, les positions de Pomerleau vis-à-vis ça, parce que je pense que vous faites du beau progrès à ce niveau-là. Pierre, d'abord, comment vas-tu?
Bien, premièrement, merci. Merci pour votre accueil. Merci à Caroline. Merci à toi de m'accueillir ici. Je vais être là avec Caroline Fillon. Oui. Écoute, ça va bien. Écoute, l'industrie de la construction va bien. Il y a beaucoup d'investissements en infrastructure. Mes 3 enfants sont vaccinés, mon épouse aussi. J'ai eu la chance de les avoir plus avec moi. Mes enfants ont 20 à 23 ans. Ouais. J'ai eu plus la chance de les avoir avec moi dans la dernière année que j'aurais pensé. En fait, je les aurais pas eu du tout, ou à peu près. Alors, ça fait que je suis un peu heureux de ça. Je suis entouré d'une équipe de direction et de talents incroyables. Alors, ça va bien. Puis, écoute, il y a 3 semaines, puis là, je suis sorti de ma quarantaine il y a quelques jours. J'étais à Charleston, South Carolina, avec 8 entrepreneurs en construction de partout à travers les États-Unis. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Puis, beaucoup d'espoir. Charleston, c'était back in business. Ouais, c'est ça. C'était ce qu'on vit depuis 2-3 jours ici, là, puis ce qu'on va vivre dans les 2 prochains mois. Je l'ai vécu il y a 3 semaines. C'est le fun. C'est le fun. J'ai hâte de revenir dans des salles de conférence, puis dans des bureaux. Puis ce que j'ai constaté, c'est que les gens veulent revenir au bureau. Ouais, alors, je suis très content de ça. Puis go Habs go. Oui, go Habs go. Pierre, j'apprécie beaucoup ta générosité à répondre à la question parce que effectivement, c'est pas le premier tête-à-tête que je fais et j'ai posé cette question-là à plusieurs reprises à des gens de calibre et tous nous transportent, oui, dans leur quotidien au travail, mais ils prennent tous le temps aussi parce qu'il y a un côté humain important, positif et négatif. Là. Il y a de tout là-dedans. Et dans mon cas, je peux te dire, j'ai une de mes filles qui est aux États-Unis. Je ne l'ai pas vue depuis sa fête l'année dernière, en février. Oh, c'est le plus long que je n'ai pas vu ma plus grande. Fait que on a tous quelque chose à dire qui est venu nous toucher. Puis, oui, je peux faire du FaceTime, on peut l'avoir sur l'écran, mais c'est vraiment pas la même chose. Mais j'apprécie beaucoup que tu nous aies transportés dans ton quotidien. Écoute, l'année dernière, tu as fait une entrevue dans la presse avec Marie-Claude Lortie. Et tu as dit quelque chose dans le genre, il ne faut pas gaspiller une crise. Ça me fait penser à l'après-guerre, là, Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Et puis, je serais curieux de savoir comment, Pomerleau, l'industrie peut-être, a pu capitaliser sur les circonstances qui étaient hors du contrôle, mais qui ont fait que, bon, on s'est organisé rapidement. Bien, écoute, j'ai dit ça qu'il ne fallait pas gaspiller une crise. Je pense que ce que la pandémie va nous avoir démontré, c'était que l'innovation était là. Les gens avaient déjà adopté un paquet de technologies, que l'industrie évoluait à une vitesse grand V, mais avec tous les milliards qui sont investis, puis qu'on sait qu'ils vont être investis dans les infrastructures, on s'est rendu compte pendant la pandémie que si les donneurs d'ouvrages publics et les entrepreneurs travaillaient plus en collaboration, on pouvait faire des miracles. Nous, on a livré 5 cliniques COVID dans 8 mois, prefab, conçu, construit, livré en dans 8 mois. On a finalisé récemment une usine de vaccins. On a eu le mandat en septembre. L'usine est prête à faire des vaccins sur Royal-Mount à Montréal. Oui. Ces projets-là, ça aurait pris des années. Alors, quand les donneurs d'ouvrages publics ont confiance au process, quand il y a le trust s'installe, quand on est en mesure d'urgence, on peut faire des miracles. Ça fait que je pense qu'il y a quelque chose qui est ressorti de là. Puis quand on dit qu'il ne faut pas gaspiller une crise, là, faut pas oublier ça. Quand on est en urgence, on est capable de faire des miracles. Mais continuons à en faire. Bien, écoute, Pierre, tu as touché sur 3 ou 4 points. Je vais en garder pour plus tard en innovation. Dans l'accélération à grand V, là, un peu comme tu as dit, on a fait des choses. Puis oui, tu as parlé d'usinage, puis d'autres façons de faire. L'attitude du donneur d'ordre pour laisser un peu de place à la créativité, à l'ingéniosité. Mais à l'intérieur de ce que tu as répondu, tu as parlé aussi de collaboration dans l'industrie. Puis c'est une industrie que je connais bien. Oui. Le mot collaboration dans une industrie où on est toujours en appel d'offres, on soumissionne en concurrence, puis la différence entre gagner puis perdre un appel d'offres, c'est quand même important. Je veux t'amener à une initiative qui s'appelle, je pense, Entrepreneurs engagés, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je peux te dire que dans le secteur de la finance,
j'ai jamais vu autant de collaboration entre des acteurs, que ce soit des fonds comme, je ne sais pas, le fonds de la FTQ, fonds d'action, CDPQ, mais avec les institutions financières, avec la BDC, avec l'EDC, on dirait qu'automatiquement, ils sont allés à... On ne peut plus faire ça tout seul. Non. On n'est plus en concurrence, il faut travailler ensemble. Mais vous avez fait ça. Comment tu as pu... tu as joué un rôle de leadership là-dedans. Comment tu as pu amener cette industrie-là, qui n'avait pas ces réflexes-là, à embarquer? Bien, écoute, encore une fois, je pense l'urgence, la complexité de la situation, la gravité de la situation. Nous, chez nous, on avait un groupe qui s'appelle Fox. Fox, c'est un groupe qui pousse l'innovation à l'intérieur de l'organisation. On a 170 chantiers, on a 11 bureaux. Fait que comment amener l'innovation à travers l'organisation? C'est un groupe qui est déjà en place, qui est multidisciplinaire. Dans 48 heures, ce groupe-là est devenu le groupe ERT, là, notre Emergency Response Team COVID. Puis son objectif premier, c'était de mettre en place des mesures sanitaires, mais on s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait mettre les meilleures mesures sanitaires possibles et impossibles sur notre chantier, mais un plombier, il se promène d'un chantier de McGill, un chantier de Brocolini, un chantier de Pomerleau, puis le lendemain, il est à un autre chantier. Alors, bien là, écoute, ça ne marche pas. Là. Il faut que tout le monde ait les mesures sanitaires, sinon on ne protège personne. Fait que comme la santé, sécurité puis la propagation, c'est l'affaire de tout le monde, on s'est mis à communiquer avec nos compétiteurs, à avoir des mesures qui sont concrètes. Puis rapidement, en tout cas, l'idée entrepreneur engagé est arrivée. Puis c'est devenu une marque de commerce. Fait que si je suis un travailleur puis que j'embarque sur un chantier puis c'est marqué entrepreneur engagé, ça veut dire que les mesures sanitaires sont strictes puis ils sont bien faites. Puis on peut avoir confiance, puis de cette façon-là, on a augmenté la productivité. Et elles sont uniformes. Puis elles sont uniformes. C'est ça. Elles sont uniformes. La CSST est embarquée là-dedans. Ça fait qu'il y a eu une affaire de collaboration. Puis je pense qu'il est arrivé aussi dans la pandémie, il est arrivé une autre affaire, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte, parce que là, il y avait beaucoup de discussions avec les fonctionnaires, les politiciens, ils essayaient de comprendre ce qui se passait dans notre industrie. Puis rapidement, on s'est dit... On a compris qu'il allait investir massivement au terme de la pandémie, qu'il allait y avoir des investissements massifs pour relancer l'économie à travers la construction, c'était clair. Oui, absolument. Fait que là, le discours est devenu OK, regarde, on a des mesures sanitaires en place, la productivité est là, il faut garder les chantiers ouverts, mais il faut aussi s'assurer que quand on va relancer, que tout le supply chain, toute la chaîne d'approvisionnement soit vivante. Il ne faut pas qu'elle soit morte. Oui. Fait qu'il faut protéger les entreprises qui sont plus petites. Il y a des entreprises qui ont des bilans formidables. Nous autres, premièrement, on est solides, on sait qu'on est capable de durer plusieurs mois. Mais il y a des entreprises qui sont plus petites, qui sont très importantes dans l'écosystème. Il fallait les protéger. Puis là, bien, écoute, ça a été comme une traînée de poudre à travers le Canada, les PCL en Alberta, puis les Elliston en Ontario, puis nous autres au Québec, puis Graham en Colombie-Britannique. On se parlait régulièrement, puis on disait, bien, il faut avoir le même discours, il faut avoir la même façon de procéder. Ça fait que ça a été positif, puis écoute, les gouvernements ont été incroyables. Ils ont supporté ces entreprises-là, puis ça permet la relance aujourd'hui. C'est sûr que les gouvernements ont agi vite. Ils ont fait ce qui était nécessaire pour éviter la catastrophe. Oui. C'est certain. Maintenant, dans tes réponses, je vais embarquer un petit peu sur Big and Small, là, la grande entreprise, capable d'adopter des nouvelles façons de faire de la technologie, mais il y a des sondages de vos associations qui indiquent qu'il y a un retard, un vrai retard dans l'adoption des technologies puis l'innovation à l'intérieur de votre industrie. Peux-tu peut-être nous parler de ça, puis comment tu vois peut-être les plus petites venir à adopter ces stratégies-là? Je pense que c'est le chiffre qui dit que c'est 25 des entreprises ne sont juste pas là. C'est quand même un nombre important. Oui, je suis un peu surpris par ces chiffres-là. J'avoue que je les... Tu me dis ça, puis je te crois à 100 000 à l'heure, mais dans le type de projet qu'on exécute, moi, je sens que l'innovation, la numérisation, elle est là. Elle est adoptée. Tous les partenaires spécialisés sont embarqués là-dedans, je le sens. Je peux comprendre peut-être dans des secteurs de la construction où les entreprises sont plus petites que ça prend du temps, mais l'innovation, c'est tellement important, c'est tellement critique. Si on pouvait juste améliorer l'ordonnancement des projets de 10 ça se traduit par des centaines de milliards de savings à travers la planète. Aujourd'hui, on vit
une hyperinflation, on vit un manque de main-d'œuvre flagrant. Mais il faut qu'on fasse ce virage numérique-là. On va parler tantôt avec Caroline des technologies qu'on voit de plus en plus sur les chantiers. Les prochaines années, là, c'est le numérique. Il faut prendre les milliards de data qu'on récupère partout sur des chantiers, qu'on s'en serve pour améliorer l'ordonnancement, améliorer la performance puis l'efficience de nos projets. Puis si on fait ça, bien, on va tout gagner. Puis je pense que ça fait aussi... il faut que les gouvernements continuent d'investir. Puis je pense que la nouvelle initiative du gouvernement qui a été annoncée en avril, elle est très positive. Mais il faut que les gouvernements continuent à pousser, qu'ils continuent à adopter des modes de réalisation qui sont plus performants, puis qu'ils les mettent à la disposition des entreprises plus petites. Pas juste faire des grands projets avec des modes de réalisation alternatifs, qui sont les projets de conception-construction ou de partenariat public-privé, mais d'en faire des projets plus petits pour que les plus petits entrepreneurs réussissent à embarquer. Pierre, ce que j'entends, puis ce que je retiens de ce que tu dis, c'est premièrement, le chiffre te surprend. Probablement qu'il y a eu accélération à tous les points de vue, même dans la petite entreprise. Peut-être le même sondage l'année prochaine va être très différent. Mais surtout, c'est habité d'optimisme. Donc, ce que tu dis, c'est, écoute, Emilio, c'est une question de temps. Les gens vont se rattraper. Ça va arriver. C'est drôle parce que tu parles d'innovation, de productivité, d'accélération, de technologie. Et pendant que tu parles, on a un troisième... c'est une nouveauté en passant, Caroline. C'est la première fois qu'on a un tête-à-tête où, en fait, on se retrouve à trois. Je vous remercie, Emilio, Pierre, de m'accueillir dans votre tête-à-tête. Tout le monde à l'écoute également. Merci. Fait que, juste en guise d'introduction, pour que les gens connaissent où tu sièges, qu'est-ce que tu fais, c'est qu'en réponse aux besoins d'innovation, chez Pomerleau, vous avez lancé ce qui s'appelle l'Axe Lab. J'espère que je le prononce bien. Très bien. Pour favoriser l'innovation. Et donc, on t'accueille aujourd'hui, Caroline, puis je te souhaite la bienvenue. C'est Caroline Filion, gérante innovation et R&D, n'est-ce pas? OK, exactement. Parfait. Peux-tu peut-être nous parler de la genèse de X-Lab? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange? En fait, le Axe Lab, c'est notre laboratoire d'accélération de l'innovation, d'où le nom Axe Lab. Oui. En fait, chez Pomerleau, Pierre l'a mentionné, on a déjà un groupe qui s'appelle le groupe Fox, en fait, qui s'occupe de l'excellence opérationnelle. Donc, de s'assurer que les nouveaux processus, que les nouvelles innovations sont bien intégrées dans l'entreprise. On a un groupe aussi de formation qui est excellent, PX Cube, qui s'occupe que tous nos collègues ont l'information, la formation disponible pour les nouvelles innovations, processus. Le Axe Lab, en fait, on s'intéresse à l'innovation en amont, donc avant de scale-up d'innovation dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos membres dédiés à la recherche et développement? On va s'intéresser, en fait, à analyser, piloter, tester une multitude d'innovations. En ce moment, dans le marché, ça va très, très vite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer de faire une veille technologique qui est mondiale, s'assurer qu'il n'y a pas une innovation qu'on va louper, puis de donner les meilleures recommandations pour notre industrie, pour nos chantiers au travers le Canada, d'un océan à l'autre. C'est une démonstration de vrai leadership, là, de dire on va investir en innovation, en technologie, puis en plus faire partie de quelque chose qui s'appelle entrepreneur engagé, où il y a de la collaboration puis le partage. J'ai eu l'expérience dans mon secteur d'activité d'amener de l'innovation dans des sphères comme le blockchain, les virages technologiques, numérisation, services sur le cloud, etc. Puis je comprends certains des challenges, des défis. Est-ce que vous êtes dans les opérations de Pomerleau ou vous êtes à part? Parce que c'est un peu ce qu'il faut faire au début, là. Oui, en fait, oui, on est dans les opérations. En fait, on s'intéresse vraiment aux besoins opérationnels. On va aller avec nos bots sur les chantiers de construction. On va s'intéresser à tous nos fournisseurs, à tous nos collaborateurs, à valider, en fait, quels sont vraiment les besoins opérationnels pour bien répondre dans notre veille technologique, dans notre recherche aux problèmes de notre industrie ou aux opportunités, en fait, où on peut ajouter de la valeur. OK. Écoute, le gouvernement du Québec, puis là, peut-être je t'embarque là-dedans, Pierre, le gouvernement du Québec a approuvé des fonds très intéressants pour aider au virage numérique. Et à l'intérieur des enveloppes qu'ils ont identifiées, on voit ce qu'on appelle le BIM, donc Building Information Modeling, Virtual Design and Construction. Et je pense, j'ose imaginer que chez vous, je pense que vous avez fait des investissements importants là-dedans. Ça fait partie de l'offensive de transformation numérique qu'on voit du gouvernement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'impact de ça chez vous, mais surtout sur les plus petits
joueurs? Est-ce que c'est des technologies qui peuvent se rendre, puis je reviens à la question de tout à l'heure, qui peuvent se rendre dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'au plus petit subtrade là, qui travaille sur votre chantier? Absolument. Puis, tu sais, le BIM, le processus BIM, ça a vraiment, dans les 10 dernières années, standardisé vraiment notre donnée. Donc, la donnée à partir de la conception du projet jusqu'à l'opération maintenant, ça nous a permis d'avoir une meilleure aussi collaboration entre les différentes parties prenantes. Puis ça a vraiment été la clé de voûte pour avoir un apport innovant, mais l'innovation avec un grand I. Tu sais, on parle d'intelligence artificielle maintenant, de robotique, Internet des objets. Donc, maintenant, la porte est ouverte pour encore plus grand. Côté civil, infrastructure, une panoplie de technologies qui sont déjà utilisées. On peut parler des drones, les scans laser 3D, le système d'information géographique, le GIS qu'on appelle dans notre jargon, là, qui est de plus en plus utilisé. Mais en fait, on est rendu là en civil. Il faut utiliser, comme on le fait avec le BIM à l'époque pour le bâtiment, qui est maintenant mature dans notre industrie, il faut standardiser la donnée avec le civil. Chez nous, on appelle ça le CIM, le Civil Information Modeling. Donc, on est rendu là à standardiser la donnée pour être certain de pouvoir l'utiliser sur tout le cycle de vie d'un projet. Puis, honnêtement, on peut vraiment accomplir des belles choses. J'ai un exemple concret, la déconstruction du pont Champlain, où, avec cette information-là, d'un projet civil, toute la donnée du projet nous a permis de développer une application. Mais maintenant, les possibilités sont infinies. On peut parler de planification, on parle de développement durable. Toute l'information sur les matériaux est là. Fait qu'on voit le potentiel. Donc, pour tous les projets civils infrastructure, on est rendu là. Puis, nécessairement, les investissements qui ont été faits par le gouvernement du Québec vont juste ouvrir les portes à toutes les PME qui ont déjà un pied dans le virage ou qui veulent sauter dans le virage d'innovation, parce que, selon nous, là, c'est vraiment un virage qui est nécessaire. Moi, je veux faire du pouce sur deux composantes de ta réponse. Oui. Une, c'est... j'adore, je carbure à l'innovation, donc Oui. c'est sûr que j'embarque, là. Mais je comprends aussi les difficultés du marché, de se rattraper, de s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, le changement. Oui. Puis peut-être j'irai vers Pierre pour ça, parce que tu connais les subtrades, puis c'est quoi le défi, comment faire pour amener ces changements-là et le défi de ça. Puis la deuxième, c'est que tu as parlé de déconstruction. J'en ai vu de la déconstruction, surtout en bâtiment, parce qu'il y en avait un qui se déconstruisait à côté de chez nous. Ça semble être plus pénible. Là, ce que tu dis, c'est que ça va peut-être être plus rapide puis coûter moins cher. Donc, concilier ces deux choses-là, je vous laisse aller avec ça. Bien, je commencerai peut-être avec le premier volet de ta question, Emilio. En fait, au niveau de la cadence à laquelle l'innovation elle arrive, comment on va soutenir nos partenaires, nos clients, bien, on a décidé, en fait, nous, le AXLab, le laboratoire d'accélération de l'innovation, de le déposer en plein cœur du campus de la Factory. Pour nous, ce mariage-là faisait énormément de sens parce que la Factory travaille les compétences humaines. Nous, on est très technologique, mais en fait, on va essayer de faire un mariage pour s'assurer que vraiment, toutes les opérations, tous nos collègues soient prêts à recevoir autant d'innovation, avoir un goût d'audace, de changement, parce qu'on va être provocateur du changement. Fait qu'on on s'est allié avec la Factory pour nous donner encore plus ces compétences humaines-là d'accueillir autant de changements dans notre industrie. Ouais. Je peux-tu peut-être juste dire une phrase, là, parce que je suis plus capable de la garder? Oui. Le secret le mieux caché dans le secteur de l'innovation, il se situe dans la construction. Ouais. Et je pense que vous avez une responsabilité de le communiquer parce que ce que vous prenez pour acquis à l'intérieur, pour chez vous, là, c'est normal. Ça fait 12 ans, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Mais le public et les petits entrepreneurs, je ne pense pas que ça s'est rendu. Et donc, je pense qu'une des responsabilités, c'est de faire en sorte que ce changement-là, de façon optimiste et positive, surtout ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a probablement plus de la moitié qui sont de votre secteur d'activité, réalisent avec des vraies présentations ce qui se passe. C'est une transformation, une révolution presque. C'est une révolution. Oui, c'est ça. Puis, franchement, moi, je trouve que l'adoption du Building Information Modeling a été vraiment rapidement... tout le monde l'a embrassé. Pourquoi ils l'ont embrassé, cette nouvelle technologie-là, il y a 5 ans, 8 ans, 7 ans? C'est parce qu'ils se rendaient compte du potentiel infini, de l'amélioration de la productivité, que tu pouvais réduire tes coûts, tu pouvais gagner des jobs. Ouais. Tu sais, à la fin de la journée, là, on est des entrepreneurs, il faut gagner les jobs. Fait que si tu n'adoptes pas les technologies, puis que c'est quelqu'un d'autre qui vient de manger ta laine sur le dos, bien, tu vas mourir. Alors, tu n'as pas le choix. Fait que je pense que les petites entreprises l'adoptent.
il ne faut pas qu'ils se tournent le dos. Puis je suis d'accord avec toi. Il faut que des Caroline fait des dizaines de présentations par année. Puis il faut en parler. Il faut continuer à s'assurer que les gens embarquent. Caroline, le côté humain là, que tu as mentionné, où vous les avez mis en même place en même temps, là, je trouve que c'est vraiment la façon de faire. Tu vas voir à la fin de la rencontre, je finis toujours les tête-à-tête avec la même question, peu importe qui. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai 2 invités, fait que je vais te poser la question, mais du point de vue de ce que toi tu fais. Parfait. Fait qu'on va se transporter 10 ans dans l'avenir, puis là, on va regarder les 10 dernières années. On fait à semblant. Oui. OK? Fait que c'est un monde idéal. On pèse un bouton. On n'est plus en 2021, on est en 2031. Oui. Et ma question va être, qu'est-ce qui a fait le succès d'Axlab? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Bien, je dirais en fait que c'est de voir l'industrie se mobiliser. Si je regarde derrière, là, puis je regarde en date d'aujourd'hui, ce serait de voir l'influence que l'Axlab va avoir sur tout l'écosystème de l'innovation. Je vais faire le parallèle avec ton exemple de mouvement entrepreneur engagé. Tout comme la pandémie, on a vu une industrie qui s'est tenue par les coudes, puis qui ont travaillé ensemble pour assurer que nos chantiers allaient être sécuritaires. Mais je pense que quand on va regarder en arrière de nous, bien, on va voir une industrie qui est en plein changement, qui s'est serré les coudes, qui a regardé vers l'avant pour l'innovation, puis que ce soit un fournisseur, un client, bien, tout le monde va embarquer dans ce virage-là. Puis le Axlab aurait été provocateur de tout ça. Excellent. Bien, OK. Fait que je vais continuer. Je vais faire encore du pouce là-dessus. On parle beaucoup des villes intelligentes, la qualité de vie du citoyen d'une ville. On va prendre Montréal. On était à Montréal aujourd'hui. Et tous les défis, peut-être pas juste des défis, c'est quelque chose de très optimiste et positif de ce qu'on peut faire dans les villes intelligentes, dans l'environnement, par exemple, en matière d'environnement, de climat. Est-ce que Axlab se penche là-dessus? Ça fait-tu partie de votre mission? Effectivement. Le concept de ville intelligente, de bâtiment intelligent, commence par une construction intelligente. Ça va de soi. Donc, pour le Axlab, actuellement, on se concentre à s'assurer qu'à partir du jour 0, où les premières données commencent à être créées pour un projet, bien, on va travailler dans un environnement, un chantier de construction intelligent. On va utiliser cette donnée-là pour permettre ensuite à nos clients en opération maintenance de faire perdurer cette donnée-là qui va pouvoir être intégrée dans une ville intelligente, c'est certain. Puis on parle de plus en plus aussi de bâtiments empathiques. Là. Je ne sais pas si c'est un concept que vous avez entendu parler, mais de s'assurer que nos infrastructures, nos bâtiments sont de plus en plus adaptés grâce à l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, de plus en plus adaptés aux personnes qui y sont, donc à la clientèle. Ouais, si je suis dans l'hôpital Sainte-Justine, il faut penser comme s'il y a des enfants et non pas juste des adultes, et donc adapte le bâtiment aux besoins des jeunes en même temps. Les espaces sont passés en fonction de ça. Oui. Le chien, Spot, Boston Dynamics, c'est-tu chez toi, ça? Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Comment ça vous aide? On en a 2 plutôt qu'un. Oui, en fait, le chien, ça fait partie de notre axe de recherche en robotique. On l'utilise à plusieurs couleurs actuellement, mais en fait, c'est pour prendre de la donnée sur nos chantiers, donc le data acquisition. En fait, on essaie d'effectuer avec notre robot chien des tâches qui sont à valeur non ajustée pour nos travailleurs. Ou dangereuses. Dangereuses, non intéressantes. Vraiment, c'est ce qu'on cible. Puis actuellement, justement, oui, on travaille avec Spot à tous les jours. On est en train de lui intégrer de l'intelligence artificielle pour qu'il soit capable, par lui-même, de prendre des décisions quant à l'acquisition de données. Moi, ça me fait penser, je m'excuse, là, je ne suis pas capable de me retenir. As-tu vu l'épisode de Black Mirror avec les chiens? S'il n'y a pas un mois, on ne s'en est pas fait parler, là. Oui, mais je vous rassure, Spot n'est qu'une plateforme. En fait, il faut lui intégrer de l'intelligence, sans quoi, par lui-même, ne prendra pas de décision, là. Je n'ai pas pu m'empêcher, excuse-moi. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, j'adore Black Mirror en passant. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme, ils nous projettent juste un petit peu dans l'avenir, pas trop. Juste un peu trop. Juste un peu trop, exactement. Bon, au-delà des innovations, moi, je veux parler de valeur d'entreprise, Pierre, parce qu'à quelque part, là, on est at the top, là, c'est sûr, hein? Fait qu'il y a quelque chose qui part d'en haut, qui envoie un message à une organisation qui dit « on s'en va vers là ». Et ça va nous rendre meilleurs, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir mieux contrôler nos coûts, faire des affaires beaucoup plus intéressantes, puis des gens comme Caroline ils vont s'éclater là-dedans. Je veux dire, peux-tu me parler de la culture d'entreprise? Qu'est-ce que ça prend pour amener cette attitude-là? Bien, écoute,
pense que l'ADN d'innovation, l'innovation, ça fait partie de l'ADN de Pomerleau depuis longtemps. V'là 20 ans, c'était des buzzwords, puis on essayait d'être à l'avant-garde des buzzwords pour savoir qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, ça va à une vitesse multipliée par 1 milliard, 1000 par des millions. Ce qui est important, je pense qu'il faut, premièrement, avoir l'infrastructure d'innovation. Fait que chez nous, c'est un modèle qui est assez clair, qui est assez mature. Je pense que Caroline l'a expliqué de façon extraordinaire. Là. On a un laboratoire d'accélération, on regarde une veille technologique, on s'assure de l'implanter à l'intérieur de l'organisation, on s'assure que les gens soient formés puis que ça soit facile d'utiliser des nouvelles technologies parce que les gens sur les chantiers sont occupés, là, ils ont beaucoup de travail à faire. Mais au-delà de ça, il ne faut pas que l'innovation elle vienne juste d'un siège social. Il faut qu'elle arrive de partout, l'innovation. Oui. Fait que l'innovation, il faut que les gens sur les chantiers sentent que ils ne sont pas prisonniers d'un process, mais qui ont le droit de faire des améliorations, et ont le droit d'innover, et on doit faire des choses nouvelles. Puis comme organisation, il faut qu'on ait la capacité de prendre... Il faut qu'on se donne la chance de trouver ces innovations-là, de les analyser, puis après ça, de les reprendre, puis de dire « Wow, c'est spectaculaire ce que ce gars-là a fait ou cette femme-là a fait. Diffusons-le sur nos 170 chantiers. » Fait qu'il faut que l'innovation, il faut que ça soit des deux côtés. Il faut que ça soit, il faut que ça soit un message qui est clair, il faut que tu donnes la structure, mais en même temps, il faut que tu écoutes ton monde, puis tu les laisses travailler, tu les laisses innover, puis il ne faut pas que tu les entoures de process. J'aimerais peut-être, Pierre, que tu me fasses un lien entre une réponse que tu as donnée en début d'entrevue, qui fait beaucoup la main-d'œuvre. Les gouvernements ont vu la construction comme une piste de relance économique. Ils investissent des milliards là-dedans. L'innovation est une façon d'améliorer la productivité, de changer la chaîne d'approvisionnement, de l'améliorer, mais on fait face à un enjeu quand même presque troublant, c'est un manque de main-d'œuvre. Ouais. Puis là, comme entrepreneur, chef d'entreprise, il faut que tu livres tes projets. Il y a des choses que tu peux contrôler, il y en a d'autres qu'il faut vraiment que tu penses d'avance, là, comment est-ce qu'on va y arriver. Peux-tu peut-être me parler de comment la technologie, l'innovation, peut-être les façons de faire, parce que tu as parlé aussi d'usinage puis d'autres façons de livrer un projet, viennent à aider à pouvoir remplir la commande des gouvernements fédéral, provincial et autres, municipales aussi, là? Ouais. Bien, écoute, mettons, je pense que tout le monde a écouté plusieurs webinaires depuis le début de cette pandémie-là. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu un gestionnaire ou un CEO parler du problème le plus criant qu'on va vivre dans les prochaines années. C'est le problème de pénurie de talent, de main-d'œuvre. Puis chez nous, c'est la même affaire. On est en croissance phénoménale. Ça veut dire qu'il faut premièrement, aller chercher les talents là où ils sont. Fait qu'on a, nous autres, 200 stagiaires à chaque année qui passent dans l'organisation. On a engagé 300 personnes dans la dernière année, puis on va en avoir plus que ça dans les prochains mois. Ça va être encore à un rythme encore plus élevé. Fait qu'il faut que ces gens-là se sentent accueillis. Il faut qu'ils soient supportés, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'il y ait des mentors, il faut qu'on ait il faut qu'on crée des gestionnaires avec cette chose-là. Donc, à l'interne, il faut qu'on ait vraiment un support important. Fait qu'on fait beaucoup de formation à nos gestionnaires pour qu'ils deviennent meilleurs à gérer le monde. Maintenant, il y a un défi de diversité puis d'inclusion. Chez nous, là, on n'a pas le choix. Il faut avoir plus de femmes dans notre industrie. Il faut avoir plus de diversité dans notre industrie. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Puis chez nous, ça veut dire aller chercher des gens en France, en Europe, en Afrique, en Asie. Il faut aller chercher le talent. On est un pays qui est ultra accueillant, puis on a des grands défis à amener. Mais une fois qu'on les a amenés, ce monde-là, il ne faut pas qu'ils viennent faire des tâches à non-valeur ajoutée. Il faut qu'on lui donne la chance de faire des tâches à valeur ajoutée. Fait que toutes ces innovations-là, les processus, les plateformes technologiques, l'utilisation des robots qui sert à aller chercher cette data-là puis à l'analyser. Mais si elle enlève les tâches répétitives puis à non-valeur ajoutée, puis qu'on laisse à nos nouveaux jeunes
personnel, la chance de l'analyser puis de faire quelque chose avec ça, bien, c'est stimulant. Fait qu'il faut qu'on... On a une industrie qui est incroyable. Hein? Le monde de la construction, on laisse derrière nous des choses qui sont remarquables, des ouvrages remarquables. C'est des signatures. Ça reste là longtemps. C'est une industrie qui est en mouvance totale, qui est partie de très loin, là, puis qui est en train de rattraper tout le reste de l'économie en termes d'innovation. Fait qu'il faut qu'on laisse... faut qu'on stimule ces gens-là. Puis fait qu'il faut qu'on utilise les technologies, dans le fond, pour qu'il soit plus facile pour eux autres de se... Mais tu as été plus loin que ça. Hein? Il y a un élément politique, la diversité, l'intégration, l'inclusion, ça inclut l'immigration. Ça inclut l'immigration. Tu as parlé un peu de ça, puis ça, évidemment, c'est pas de ton domaine, mais on peut quand même avoir une certaine influence. Je connais quelque chose sur l'immigration parce que mes parents sont arrivés en 57 et 58. Ouais. Je trouve que je suis quand même relativement bien intégré. Bon, oui, c'est quand même pas pire. Moi, je suis né ici. Fait que, tu as aussi parlé à l'intérieur de ta propre organisation de la diversité, puis de dire, bon, il y a beaucoup de femmes qui pourraient être intéressées par ce milieu-là. J'adore ça. J'ai une de mes filles qui est ingénieure et en même temps, tu as parlé de formation. Un peu comme Pomerleau qui dit, on a une responsabilité. Oui, il y a des universités, mais une fois qu'ils sont rendus chez nous, c'est pas fini. C'est un nouveau départ et donc on a une responsabilité de les amener à une autre place. Fait que c'est une belle réponse très complète. Je te remercie beaucoup pour ça. J'aimerais maintenant t'amener parce qu'on parle de diversité et inclusion, j'aimerais t'amener dans la responsabilité sociale corporative. Et on voit Horacio Arruda avec son logo, là, les 17 couleurs des 17 paliers du développement durable des Nations unies. Et à l'intérieur de ça, il y en a plusieurs de ces couleurs-là qui touchent vraiment ton secteur d'activité, qui touchent aussi la diversité et l'inclusion. Comment est-ce que Pomerleau aborde ça? Bien, écoute, premièrement, l'aspect, mettons, parlons d'environnemental, Ouais. C'est 35 à 40 des matériaux, des déchets, des déchets viennent de l'industrie de la construction et de l'immobilier. Ça fait qu'on a une responsabilité importante. On est capable de faire, juste en faisant des petites initiatives, on peut faire switcher la balance assez rapidement. Donc, on a une responsabilité comme entreprise de faire ce qu'on doit faire. Chez nous, on a maintenant un département d'environnement qui est sous la direction d'une femme incroyable qui s'appelle Geneviève Roy, qui fait beaucoup de promotion à l'interne, de formation, qui va voir chacun des chantiers. Puis, écoute, c'est rentable. Oui. C'est bon, parce qu'on s'en va là, puis on trouve des manières plus innovantes de sauver la planète, puis on sauve des coûts en plus. Fait que c'est all good. Puis, on a, avec Geneviève, on a l'objectif d'être ISO 14001-2015 certifié prochainement. Alors, tu sais, on a énormément d'initiatives puis on continue de... Pierre, ce que tu viens de dire là, touche vraiment dans mes valeurs personnelles, c'est que dans les prochaines années, il va falloir rembourser une dette qui a été provoquée par une situation totalement extraordinaire, dette majeure. Est-ce que c'est une excuse pour développer à tout prix? Je pense que non. Est-ce qu'il va falloir développer? Oui. Est-ce que c'est possible de développer et d'être responsable dans notre développement? Aussi, oui. Totalement. Mais ça prend du leadership, puis ça prend du tone at the top, puis des façons de faire pour pouvoir y arriver. Et pour moi, ça vient parce qu'on a une responsabilité envers la planète. Nos jeunes sont très, très, très conscientisés. Ils nous regardent aller. On est sous la loupe. Ils l'exigent. Ils l'exigent. Ils l'exigent. Et c'est vraiment le message à donner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Tu sais que j'ai travaillé beaucoup dans les modes alternatifs au point de vue financier, évidemment, les modes alternatifs de livraison, partenariat public-privé ou d'autres. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cela et est-ce qu'il y en a encore des projets qui sont en mode alternatif? Est-ce que vous en livrez? Il y en a-tu au Québec? Parce que le reste du Canada semble en avoir plus. Ton opinion sur ces modes-là?
Oui, ça, c'est un élément que la pandémie va avoir vraiment fait avancer. Les modes de réalisation alternatifs, collaboratifs, on parle de conception, construction, financement, ou les partenariats publics-privés, un mot qui est honni au Québec pour des mauvaises raisons, là. On en voit de plus en plus. De plus en plus parce que c'est un mode qui permet l'innovation, qui permet qui mène une tension créative parce qu'il faut battre la compétition, pas juste sur le prix, mais sur le design et le prix, et l'efficacité et la performance. Fait que c'est... Dans le temps, sur le cycle de vie. Dans le temps, oui. Puis en plus, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, il y a 20 ans, là, on pouvait imaginer un architecte qui était capable de faire un édifice au complet. Aujourd'hui, là, tu as besoin de tout le monde. Ah ouais. Tu sais, le fournisseur, le partenaire spécialisé, l'entrepreneur général, l'architecte, l'ingénieur, le client, tout le monde a sa part. Ouais. Fait que les modes collaboratifs, on n'a pas le choix d'y arriver. Puis, fait que oui, au Québec, on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de conception, construction, financement. Dans le reste du Canada, on voit plus de la partie suivante, là, Design, Build, Finance, Maintain, Operate aussi, là, qui continue. Qui est en fait un déplacement des risques dans les mains de ceux qui les maîtrisent, hein, on va dire les vraies choses. Exactement. Ouais. Puis c'est très positif. On vient de livrer le CHUM. Écoute, c'est un projet de la phase 3 du CHUM, là, la dernière partie du CHUM. On avait fait le centre de recherche aussi. 400 millions, 38 mois, malgré la pandémie, livré exactement à la date prévue, aucun avis de changement, zéro. Ouais. Ça oblige le client... Et c'est un brownfield. Puis c'est un brownfield. Fait que ça oblige le client à réfléchir à son projet avant de le lancer. Ouais. Ça, c'est positif. Alors, je pense qu'on ne pourra jamais retourner dos à ça. Il ne faut jamais retourner au mode en silo. C'est une évidence. Et moi, mon opinion est très simplement que c'est proche de la négligence de ne pas regarder un projet sur son cycle de vie. C'est pas couper un ruban à l'ouverture, là, c'est le chauffer, puis l'entretenir, le maintenir, etc. Fait que je suis d'accord avec ça. Tu as parlé du CHUM, ça m'amène à une autre question. Quand les projets touchent le milliard, ça fait bip sur le radar au niveau planétaire. Et donc, le CHUM en est un exemple. Il y a des entreprises, des OHL, des Lang, des Astaldi, ça vient de partout, Dragados. Les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Italiens sont intéressés par ces projets-là et viennent évidemment travailler avec des gens locaux parce qu'ils ne peuvent pas livrer tout seuls. Puis là, je m'en vais vers l'avenir de Pomerleau. Il faut que je t'avertisse. Fait que, est-ce que tu vois l'avenir de Pomerleau, qui est déjà pan-canadien, se déplacer vers des projets un peu comme d'autres l'ont fait avant toi, là? Il y a eu des grandes entreprises québécoises, canadiennes qui se sont aventurées partout sur la planète. Est-ce que c'est dans les cartes pour Pomerleau, ça? Bien, écoute, c'est sûr que, tu sais, on parle de panier bleu. Quand on fait confiance à des entreprises d'ici pour bâtir leur infrastructure, puis le gouvernement du Québec l'a fait avec nous, on a fait des projets d'une grande complexité en partenariat public-privé. Mais ça nous permet de se développer, permet de développer une expertise. Puis au lieu d'être juste la partie locale d'une grande entreprise qui arrive avec son gros bilan, on est capable de le faire parce qu'on est aussi bon que les autres, là. Puis la construction, c'est une industrie très locale. Ça fait que, est-ce qu'un jour, on va pouvoir aller prendre cette expertise-là dans des modes de réalisation alternatifs puis aller faire des projets aux États-Unis où ils sont un peu à la remorque de nous. Oui. Ça s'en vient là-bas à une vitesse phénoménale. Puis s'associer avec des entreprises locales pour aller chercher leur expertise locale de là-bas. Clairement, ça fait partie de notre plan. C'est sûr que notre plan d'affaires des prochains 4-5 ans, c'est de participer à la construction des infrastructures canadiennes, là. Oui. Il y a un grand défi en avant de nous autres. Il y a beaucoup de place, mais après ça, oui, on voit ça. Bien, puisque tu as répondu à celle-là, je vais pousser plus loin. On va voir si tu vas répondre encore. Fait que je m'en vais dans ton plan. Je ne le connais pas, évidemment. Mais est-ce que l'avenir passe par des acquisitions, de l'intégration verticale, parce que tu as parlé d'usinage, etc., une émission publique, je ne sais pas, peux-tu peut-être élaborer sur qu'est-ce que l'avenir de Pomerleau peut avoir l'air?
Bien, écoute, on ne connaît pas l'avenir. Notre plan d'affaires, on vient de le terminer. On vient de le diffuser à travers l'organisation. Ça fait que le plan d'affaires, il est organique. Puis il tient compte d'une croissance assez importante. Ça qu'on vise dans les 5 prochaines années à une entreprise qui va faire 5 milliards puis qui va être un leader dans toutes les régions du Canada. Mais on regarde, on est un leader de l'énergie renouvelable au Canada. On est le numéro 1 dans cette industrie-là de très loin. Puis on regarde le push qu'il va y avoir en Nouvelle-Angleterre. Ça va être incroyable, les investissements qu'il va y avoir là. Alors, on regarde des acquisitions. On est toujours à l'affût de spécialités dans lesquelles on œuvre pour essayer de s'améliorer. On regarde tout ce qui est... on est opportuniste, on les voit, on a un plan pour essayer de s'améliorer puis de devenir encore meilleur dans notre industrie. Est-ce que ça va se faire par des acquisitions? J'espère, sûrement. Puis, quant à aller public, ça ne fait pas partie du plan. Là, pour l'instant, c'est pas dans le plan. C'est pas dans le plan. Mais l'entreprise grossit, puis à un moment donné, on ne sait pas ce que ça va nous amener. Je te remercie beaucoup parce que tu réponds avec énormément d'humilité. Puis on dirait que cet attribut-là, il disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Et j'apprécie. En même temps, tu as dit une phrase que je veux retourner parce que je la trouve forte. C'est, puis je sais ce que ça prend pour pouvoir dire cette phrase-là. Ça prend des années puis des expériences. On est bon. Puis c'est correct de dire on est bon. À un moment donné, on a le droit de le dire. Puis Pomerleau est rendu là. Puis ça a pris 2 générations, ça a pris beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est dans l'humilité que tu es capable de dire cette phrase-là, puis on l'apprécie. Puis c'est correct pour les entreprises québécoises de pouvoir le dire. Tu te souviendras peut-être pas, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai connu Pomerleau quand ton père était à la tête de l'organisation. Je représentais des créanciers dans le temps. Tu te souviens de ça? Puis on est arrivé à Saint-Georges-de-Beauce pour faire un mandat. J'étais dans une autre firme à ce moment-là et on est arrivé pour faire un mandat. Et j'ai adoré l'organisation. Évidemment, j'ai donné le feu vert aux créanciers sur les projets. Ça fait très longtemps, ça doit faire 25 ans, peut-être plus, je ne me souviens plus. Et tu étais déjà dans l'organisation à ce moment-là, oui. Ouais. Fait que j'ai rencontré la haute direction à ce moment-là. J'étais un peu plus jeune. Écoute, j'ai posé la question à Caroline tout à l'heure que je pose à tous nos invités, fait que je vais la faire avec toi maintenant. On se projette 10 ans dans l'avenir, 15 ans dans l'avenir. On est assis devant un foyer ou sur une chaise berçante sur un balcon en campagne et on regarde les 10 ou 15 dernières années, où est-ce qu'on est rendu, incluant la pandémie. Puis, quelles étaient les leçons apprises? Comment est-ce que l'avenir va changer? Qu'est-ce qu'on aura vu se passer dans les 10 prochaines années? Puis peut-être aussi nous transporter où est-ce qu'est rendu Pomerleau à ce moment-là? Écoute, c'est sûr que quand on va regarder la pandémie, on va... Je pense que c'est comme si on était passé... moi, je pense que l'industrie de la construction, là, dans les 5 dernières années, puis dans les 5 prochaines années, là, c'est comme si on était passé du flip phone au iPhone 12. OK? Ouais. C'est que c'est fou ce qui va se passer dans notre industrie. La pandémie, ça a été un accélérateur. Si on regarde ce qui va se passer dans la pandémie, c'est l'accélérateur exponentiel. Mais le plus grand impact, je pense, de la pandémie, c'est pas l'impact technologique, c'est l'impact psychologique. Les donneurs d'ouvrages, québécois, canadiens, les gouvernementaux de la planète au complet, se sont rendus compte qu'il était, à cause des process, à cause de la complexité de la regulation, des réglementaires, il empêchait l'innovation. Oui. Puis là, la pandémie, c'est que ça a dit « Wow, on empêche un grand pan de l'économie mondiale d'évoluer. » C'est qu'il faut changer. Puis ça, c'est incroyable. Il n'y a pas un gouvernement qui ne se pose pas cette question-là actuellement. Comment qu'on fait pour aller vers les modes de réalisation alternatifs, collaboratifs? Qu'est-ce qu'il faut faire? IPD, Alliance, DBF, DBFOM. Il faut s'en aller vers les modes collaboratifs. Fait, comment qu'on le fait? Puis comment qu'on fait pour arrimer ces deux-là? Fait que moi, je pense que l'époque d'aujourd'hui, là, ça va être l'époque du changement réglementaire. On va rattraper l'industrie. Puis ça, c'est phénoménal. Puis moi, je trouve que c'est extrêmement positif.
Pierre, je vais faire un petit mot de la fin. Souvent, je pose la question, as-tu des conseils à donner, puis je ne la poserai pas. Je vais faire un petit mot de la fin parce que tu as su, je ne sais pas comment, puis je t'en félicite parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire, amener des messages à ton industrie, aux entrepreneurs qui nous écoutent, des messages puissants qui leur disent aussi on est en train de le faire, il va falloir que tout le monde s'organise pour arriver à des places. Aux politiciens, aux donneurs d'ordre, tu l'as habillé dans l'optimisme et il y avait juste à écouter. Fait que les 450, là, si vous ne l'avez pas entendu, something's wrong, parce que tu as envoyé des messages forts, puissants, mais emballés dans de l'humilité. Mais je te remercie beaucoup. Ça a été une des très, très belles rencontres. Il y a une chose que tu ne sais peut-être pas, mais tous les tête-à-tête sont habités d'optimisme. C'est sans aucune exception. Je ne sais pas si tu en as regardé quelques... C'est peut-être ta faute. Je ne sais pas, mais peut-être, je ne sais pas, mais le dernier, c'était Lucien Bouchard, puis avant ça, il y a eu Martin Coiteux, puis il y en a eu d'autres, en tout cas. Mais il y a toujours beaucoup d'optimisme. Ouais. Et ça, dans une période où il aurait pu se permettre autre chose. Fait que tu as continué dans une lignée de superstars qui sont arrivés sur nos rencontres puis qui ont lancé des commentaires dans l'optimisme. Je te remercie beaucoup. Et je passe la parole à Caroline pour la période de questions. Mais ça met la table de façon très positive. Merci, Emilio, pour cette première partie de tête-à-tête. On va inviter les gens aussi à poser les questions dans la section Q&R, puis on va pouvoir les voir en cours de route. Pierre, bravo pour cet entretien. C'était vraiment intéressant, mais je buvais les paroles parce que quand j'entends où est-ce qu'on va se placer dans 10 ans, comment le gouvernement va changer, il faut changer les règlements. C'est exactement ça. On travaille des dossiers à l'association avec les donneurs d'ouvrage. On a l'année dernière le projet de loi 61 qui a été repris par le projet de loi 66 pour accélérer 180 projets de construction. On a un premier ministre entreprenant là, actuellement, fait que c'est bien, puis on le voit. Très positif. Très positif. On a beaucoup d'investissements, tant fédéraux que provinciaux, qui sont lancés pour relancer l'économie canadienne. On mise beaucoup sur la construction pour faire ça. Parallèlement à ça, on a un marché qui est en ébullition avec tout ça, mais on a aussi pas un essoufflement, mais un frein qu'on voit dans l'industrie de la construction. Les associations, les dirigeants d'associations, tantôt, vous expliquaient que les propriétaires d'entreprises en construction à travers le Canada, vous êtes liés pendant la pandémie. Les associations aussi, pendant la pandémie, on s'est beaucoup liés, on s'est réunis. On voit que, tu sais, on entendait du bruit de fond. Il y avait du bruit de fond sur la ligne A, tel donneur d'ouvrage, des clauses abusives, des clauses de retard de paiement, des pénalités. C'est difficile de travailler avec les donneurs d'ouvrage publics. Alors, les 6 associations s'est dit, bien, on va tester, on va voir si c'est juste du bruit de fond. On a mandaté justement la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui nous a sorti une étude en avril cette année. Depuis les 5 dernières années, un désintéressement marqué de la part de l'industrie de la construction, tant les entrepreneurs que les professionnels. On inclut les architectes et les ingénieurs dans cette recherche-là. Ils nous disent qu'ils ont un désintérêt, puis même 72 des entrepreneurs et 82 des professionnels disent « si j'ai le choix entre un projet privé public, je vais aller du côté du privé ». Ouais. Alors, c'est contradictoire, par exemple, comme Momentum. Il faut vraiment donner cette dose-là d'espoir à nos donneurs d'ouvrage. J'espère qu'il y en a plein qui sont connectés aujourd'hui et qui entendent le message. Comment, comme industrie, comme association, moi, demain matin, je fais mon travail, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse de l'industrie pour sensibiliser les donneurs d'ouvrage à recréer cette attractivité-là? Parce qu'il y a du travail à faire devant vous là, pour les prochaines années. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est vrai. Puis je pense que vous le faites bien. À la QEI, vous le faites bien, la CRGTQ, les associations au Québec, au Canada le font bien. C'est un fait que c'est rendu très complexe de travailler avec les gouvernements, de travailler avec les villes. Encore une fois, je répète un peu ce que je disais tantôt, mais la loi sur les cités et villes n'est pas adaptée au mode de réalisation d'aujourd'hui. Malheureusement, ce qu'on a vécu il y a quelques années a fait en sorte que le lien de confiance s'est brisé. Il faut bâtir le lien de confiance. Il faut qu'on donne confiance au process. Il faut qu'on fasse confiance à l'éthique des gens, puis pour le bien de la société. Ça fait que vraiment, là, c'est au fil des années, là, les gouvernements, des donneurs d'ouvrage, les grands donneurs d'ouvrage, mais beaucoup les gouvernements, à toutes les fois qu'il y avait un problème, bien, ils fermaient un loophole, qui fait qu'aujourd'hui, bien, là, tu te retrouves à soumissionner une job, puis tu as 248 liquidated milestones avec des liquidated damage.
c'est un transfert de risque qui n'a pas de sens. Il faut que le transfert de risque ait un sens. Si moi, je ne suis pas capable de contrôler un risque, je vais débarquer. Si je suis capable de le contrôler, mais qui est complètement ridicule, ben je vais le mettre dans le prix. Alors, tu sais, à un moment donné, là, il faut que cet équilibre-là se fasse. Puis c'est pour ça que je vois ça avec beaucoup d'optimisme. Les SQI de ce monde sont très, très conscients, le ministère des Transports, très conscients qu'il faut mieux payer les entrepreneurs. C'est pas normal que s'il y a un petit litige sur un avis de changement qui soit payé dans 5 ans, c'est pas normal. Ou qu'il y a une réclamation de 150 000, puis il y a 125 qui est autorisé, mais on retient le 150 au complet, puis on ne donne pas d'oxygène. C'est rien, 150 000, mais pour un plus petit, c'est énorme pour assurer d'avoir de l'oxygène dans l'entreprise. Tu as parfaitement raison. Puis les gouvernements, je pense qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'il faut qu'ils relaxent ça. Il faut qu'ils revisent ces lois-là. Puis je pense que le Conseil du Trésor fait une consultation à travers le Québec, la SQI, le ministère des Transports. Ils font cette consultation-là pour essayer de comprendre comment on peut faire pour attirer des gens. Puis c'est pas... C'est un fait, là. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de travail dans l'industrie qu'il y a moins de compétition. Là. C'est parce que les gens, ils veulent faire un projet privé parce que c'est bien plus facile. Mais avec l'étude, c'est facile d'aller voir les donneurs d'ouvrage maintenant, de dire c'est pas juste du bruit, il y a des statistiques, ça a été fait professionnellement. Puis honnêtement, les donneurs d'ouvrage, quand ils nous reçoivent puis qu'ils entendent ça, ils font « Ouais, c'est vrai, cet élément-là, on s'en doutait un peu ». Puis tu as dit tout à l'heure qu'il y a de la consultation. Moi, ça fait 13 ans que je suis à la direction de l'association. Puis que ce soit maintenant le Conseil du Trésor qui nous appelle, disent on voudrait avoir votre intérêt on voudrait discuter avec vous sur comment faire pour faire en sorte d'être plus attrayant. Tu fais comme OK, là, j'ai l'impression que l'espoir se transmet et que l'intérêt des donneurs d'ouvrage vient vers nous parce qu'il faut ça. Puis je dirais que. Tu sais, je pense que c'est vrai. Moi, je salue ce qui se passe au Québec actuellement. Là. L'Ontario a fait ça peut-être un petit peu avant. Il y a d'autres juridictions qui l'ont fait un petit peu avant. Puis il y a un vent de fraîcheur. Là. Ça fait qu'on est dans cette suite-là. On rattrape rapidement. Puis écoute, ça va être vraiment positif pour notre industrie. J'ai vraiment confiance. Pour la première fois, là, je sens que l'inertie est de moins en moins là. Ah ben c'est intéressant d'entendre ça. On voit justement à travers le Canada le prompt payment, une autre étude aussi qu'on avait fait avec Raymond Chabot sur les retards de paiement. Puis d'autres provinces l'ont fait. Le fédéral, très positif. Ça donne des leçons un peu. On est en projet pilote ici au Québec, mais je pense... Puis les entrepreneurs nous le disent. Vous vivez peut-être que vous avez vous-même des projets en projet pilote. On en a. Puis c'est une autre mécanique totalement. C'est un changement de culture. Mais peut-être que le momentum, je pense qu'on est peut-être prêt à passer du projet pilote au projet total. Je vous amène avec moi, prochaine rencontre au Conseil du Trésor. Là, c'est terminé le projet de loi. Projet pilote, on va avec une vraie loi d'ordre public. Autant pour les donneurs d'ouvrage publics que les municipalités aussi, parce que là, présentement, elles ne sont pas visées, mais il faut qu'elles emboîtent le pas aussi pour rester un marché attractif pour nos entrepreneurs. Caroline, il y a une question du public qui nous reste juste 2 minutes. Oh my God, allons-y. Je laisse le choix. J'y vais. Quel mode de soumission le gouvernement devrait-il privilégier pour ces grands chantiers d'écoles, de routes, de transports publics, d'hôpitaux? Outre le modèle du CDPQ Infra, les PPP sont-ils morts? Écoute, non. Je pense que chaque projet a un mode de réalisation. Chaque projet a des contraintes, des spécificités, un temps, des projets qui sont ultra dynamiques, qui vont changer. Il y a des projets qui sont brownfield, d'autres qui sont greenfield. Il y a un mode de réalisation pour chaque projet. Puis il n'y a aucun des modes de réalisation qui devrait être mort puis devrait être mis de côté. Il faut regarder chaque projet avec sa spécificité. Si on construit un hôpital, je pense que le mode de DBF, DB, P3, c'est vraiment un mode de réalisation. Si on fait un musée, brownfield, une rénovation d'un casino, le construction management est meilleur. Ben oui. Tu sais, Je suis totalement d'accord avec toi. La morphologie détermine c'est pas l'inverse. Le modèle de livraison est fondé sur la morphologie. Sur la morphologie du projet, puis ses contraintes, ses variantes, puis ses impératifs. Oui, absolument. Il y a une réflexion. Il faut le faire, cette réflexion-là. Excuse-moi, j'allais dire justement, il y a une réflexion qui se fait actuellement au Conseil du Trésor à la refonte de la loi sur les contrats des organismes publics. Est-ce que la règle du plus bas soumissionnaire est encore d'actualité? Mais je trouve que la question est pertinente parce que peut-être que ce mode-là, même le mode du plus bas soumissionnaire qui est très critiqué, il va peut-être rester pour certains projets, mais
Mais on l'a vu Hey, avec les écoute, conférences. si on fait un viaduc de 22 millions, allons-y en plein de vie, ben oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est un mode qui est du passé, c'est un mode conflictuel, Ouais. Ah c'est ouais. un mode... tu sais, faut essayer d'éviter ça autant que possible. Mais je pense qu'il y a tellement de panoplie de modes de réalisation aujourd'hui qu'on peut faire un succès du projet avec... C'est la plus importante décision qu'on prend dans un projet. Bien, c'est sûr. Il faut que le donneur d'ouvrage réfléchisse entièrement à cette question-là. On l'a vu dans nos conférences infra où on avait beaucoup de CCC, CCF. Puis le dernier qu'on a fait avec les réflexions, justement ici, le tunnel Ville-Marie-Jugé, où ça a été en petits lots, où là, ça a permis à plusieurs entrepreneurs de pouvoir soumissionner sur ces projets-là. Fait que la détermination du projet détermine le mode d'appel d'offres. J'ajouterais aussi que non seulement que la morphologie du projet devrait déterminer le mode de réalisation, parce que sinon, le partage des risques est mal fait ou ça coûte trop cher ou il y a d'autres conséquences, mais au Québec, on peut peut-être apprendre de la gouvernance autour de ça, la prise de décision par les gouvernements, puis comment la déléguer. Il y a d'autres exemples canadiens et autres qui pourraient être des phares pour pouvoir nous permettre de le faire. Ouais. Je sais à quel point le respect du temps est important chez Raymond Chabot de Grant Thornton. Les secondes passent tranquillement. Si tu permets, il faut que je dise, il faut que je remercie Pierre, évidemment, en partant d'avoir accepté. Tu n'en fais pas beaucoup, je le sais, et donc on se considère très choyé de t'avoir. L'AQEI, pour l'avoir fait en partenariat, parce que ça a amené les gens d'affaires du Québec, mais en même temps les entrepreneurs. Fait que c'est un bon mix pour ça. Je ne veux pas oublier Caroline Filion, parce que c'est un rayon de soleil. Elle dégage ce qu'on veut de l'avenir, de la passion, de l'intelligence. Quelle belle relève. Oui, une belle relève. Donc, je ne voudrais pas l'oublier parce qu'elle t'a cédé la place. Et évidemment, Caroline, notre partenariat, autant humain qu'entre nos deux organisations, je ne sais pas combien on a fait de forums, là, fait que je te remercie d'avoir eu confiance en nous aussi. Je relance la balle, évidemment, à Pierre. Emilio, merci pour ton tête-à-tête qui était des plus enrichissants. Toujours la préparation, mais ça s'est super bien déroulé. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi les partenaires de l'événement. Il y a DS Canada, Soleno et Action Projex. On sent vraiment qu'il y a un vent de changement. Je pense que c'est le message que je vais retenir aujourd'hui. Je l'amènerai aussi, le flip-flop, le téléphone, je vais l'amener au Conseil du Trésor. C'est important de dire que l'évolution de la construction est là. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Puis, je remercie tous les participants qui sont restés avec nous tout au long de l'événement. Merci à tous. Merci aux participants, oui. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité, Pierre. Oui. Hey, merci de votre accueil. Merci. C'est vraiment Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.